Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Comment commentez-vous la phrase de Manuel Valls: être de gauche, ce n'est pas régulariser tous les sans-papiers? En tous les cas, être de gauche, c'est sûrement pas s'inscrire dans la continuité du gouvernement de droite précédent. Ça, je peux vous l'affirmer. Et le problème, c'est exactement ce qu'a annoncé Manuel Valls à la fois dans son interview et puis dans la nouvelle qui était tombée la veille, puisqu'on nous a expliqué coup sur coup que l'immigration restait dans le périmètre du ministère de l'Intérieur, avec une vision répressive, et c'est approuvé le hold-up qu'avait fait, j'allais dire, Guéant et Hortefeux sur ce ministère après le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration. Et puis deuxièmement, on nous a annoncé, quels que soient les circulaires et quels que soient les critères, c'est bien pire que le cas par cas qui nous a annoncé. Ouais. C'est que de toute façon, il n'y aura pas plus de 30 000 régularisation accordée, c'est-à-dire pas plus que ce qu'avait fait le gouvernement précédent. Et ça va en deçà des promesses même de François Hollande. Donc de deux choses l'une, soit Nicolas Sarkozy, en partant, a laissé un ministre dans ses cartons et il y a un ministre sarkozyste et personne s'en rend compte dans le gouvernement Hérault. C'est peu probable. Soit le gouvernement de gauche vient de faire sa première faute politique, sa première fracture morale avec le peuple de gauche, parce que ce sera un front de lutte et un front de résistance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous seriez favorable à la régularisation de tous les sans-papiers? Nous, on a toujours défendu cette politique-là. On est favorable à la liberté de circulation, la liberté d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers, parce que le cas par cas ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que maintenant c'est le bilan, je dirais, de 30 ans de politique qu'il s'agit d'effectuer, constater ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par ailleurs, y compris quand il y a eu des régularisations massives, il n'y a pas eu l'appel d'air dont certains nous parlaient à l'époque où, j'allais dire, le système économique français était en pointe. Or aujourd'hui, c'est plus le cas, donc on va pas nous faire... Aujourd'hui, imaginez ce message envoyé aux Français, un taux de chômage record, des prestations sociales qu'on a de plus en plus de mal à accorder, et vous dites, il faut... dès qu'un sans-papier arrive en France, le régulariser. Ça, c'est notre point de vue à nous. On n'est pas obligé de le partager, mais on parle même pas de ça. On parle même pas du fait que le gouvernement défende la régularisation de tous les sans-papiers. On est bien en deçà. On parle d'un gouvernement de gauche qui s'inscrit dans le cadre de la politique de droite. Or, j'avais cru comprendre, et je crois qu'il y a beaucoup de sympathisants et d'électeurs socialistes qui doivent être outrés, que les dernières luttes de l'immigration avaient changé un peu le regard de la population sur l'immigration. Je pense notamment aux grèves des travailleurs sans-papiers, vous vous souvenez, qui sont venus nous rappeler que contrairement à ce que les uns pensaient, sous le thème « Les immigrés vivent aux dépens de la société », on a finalement des travailleurs sans papier qui payent leurs impôts ici, qui payent leurs cotisations sociales avec des fausses cartes de sécurité sociale, et la plupart des employeurs le savent. Or, comme c'est des fausses cartes de la sécurité sociale, les travailleurs qui vont par exemple travailler dans le bâtiment et qui ont un accident de travail ne pourront pas bénéficier des prestations de la sécurité sociale puisqu'il s'agit de fausses cartes. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous avait dit. Je croyais que le regard avait changé. Visiblement, malheureusement, c'est pas le cas. Mais Didier Giraud, l'agriculteur des grandes gueules, moi j'ai une question, Olivier Besancenot. Comment vous pensez, quand on parle de régularisation massive, qu'on va payer demain toute la protection sociale avec l'état des finances publiques françaises? Mais c'est le contraire, je me permets d'insister là-dessus. On a aujourd'hui des travailleurs sans papier qui financent la protection sociale française, puisqu'ils payent leurs cotisations et leurs impôts ici. D'ores et déjà, on a en France des travailleurs qui travaillent ici depuis plus de 10 ans, qui financent la protection sociale, qui n'y ont pas accès. Mais par ailleurs, je crois que c'est même plus le sujet, on peut partager ou pas notre point de vue sur le fond, sur l'immigration, mais là on parle même pas de ça. On parle d'un gouvernement de gauche qui a promis le changement, qui déboule, et je dois avouer qu'avec des militants comme ceux par exemple du réseau Éducation sans frontières, on a déjà été amené à devoir faire péter le standard de l'Élysée, comme on le faisait sous Nicolas Sarkozy, pour empêcher des expulsions en cours de parents d'enfants sans papier. Donc visiblement rien n'est réglé, et je vous dis que c'est la première grosse rupture qui a amorcé avec le gouvernement. Olivier Besancenot, c'est Franck Tanguy. Moi, je voudrais juste être bien certain de ce que j'ai entendu de votre bouche. Vous dites que les travailleurs clandestins qui ont de fausses cartes, qui donc se retrouvent à cotiser, souvent même d'ailleurs, qui n'ont pas de fausses cartes, souvent. Non, mais Olivier Besancenot a parlé de ceux qui ont de fausses cartes de séjour, de fausses cartes d'identité, de fausses cartes de tout. Vous trouvez normal que ces gens qui sont des tricheurs soient régularisés, qu'ils aient trompé leurs employeurs, dont vous dites que les employeurs seraient complices? Vous trouvez que c'est normal? Je trouve que c'est curieux comme démarche, mais moi je voudrais vous entendre là-dessus. Mais monsieur, on parle de plusieurs milliers de travailleurs. Vous pensez sérieusement que les employeurs sont pas au courant? Écoutez, moi je peux vous dire, j'ai une femme de ménage qui vient 3 heures par semaine, elle m'a présenté une carte de séjour. Qu'est-ce que je sais si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie? Est-ce que ça me rend complice de sa tricherie?
Mais moi, je vous connais pas plus que ça. Je parlais pas de ça, là, en l'occurrence. Là, je parle des entreprises du bâtiment, des entreprises intérimaires. On vous parle d'entreprises conséquentes, qui ont construit des monuments bien connus, y compris en France, qui actuellement travaillent dans la plupart des bâtiments que vous avez sous les yeux. De certains travailleurs qu'on a retrouvés dans les cuisines de l'Assemblée nationale elle-même. Enfin, vous venez comme moi, ce mouvement de grève, qui avait sorti au grand jour un certain nombre de cas précis. On parlait pas de la même chose. Mais c'est pas la question. Olivier Besancenot, merci d'avoir été de fixer un chiffre. Moi, j'en ai marre de cette politique politicienne qui, sur le principe, parce que le chiffre de 30 000, c'était celui de Guéant et Hortefeux, il est à mettre à la poubelle, quoi. Mais pourquoi 30 000? Pourquoi Valls, il pourrait pas trouver que 30 000 c'est un bon chiffre? Pourquoi 30 000? Pourquoi pas 40 000? Il y a certainement des raisons qui nous dépassent. Mais moi, je te le dis, Didier, les chiffres, je les ai parce que je vois ce que j'ai dans mon cabinet. Si je multiplie par le nombre d'avocats, il est évident que 30 000, c'est insuffisant. Et tu ne peux pas prétendre... Il faut l'exclure du parti, alors. Mais Marianne, s'il a pris les chiffres de Guéant, il faut l'exclure du parti. Moi, je voudrais comprendre en quoi c'est insuffisant par rapport à quels critères. Et en quoi c'est bien 30 000? Le besoin des gens ou le besoin de mon pays d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée alors qu'on est en état de chômage. La capacité de mon pays à payer la protection sociale. J'invite tous les auditeurs, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, à me téléphoner pour que je leur explique. Pourquoi? Parce que tous les gens qu'il y a dans mon cabinet, tous ces sans-papiers travaillent. Ils cotisent, d'accord? Alors, ils payent des impôts, ils participent à l'effort national. Ils cotisent aux caisses de retraite. C'est des sans-papiers, hein? Oui, des tricheurs. Mais non, c'est pas des tricheurs. Ils sont sans papier, ils n'ont pas été admis dans le pays, ils sont rentrés clandestinement. Comment tu les appelles? Comment ils arrivent à cotiser alors, à ton avis? Ça c'est un truc qui me dépasse. Avec un numéro de sécurité sociale qui leur a été attribué par uniquement par l'aide médicale de l'État, où à un moment donné ils ont eu des papiers qu'ils ont perdus, ils ont toujours ce numéro de sécurité sociale. Mais attends, ce sont des clandestins. Attends, excuse-moi. Est-ce que le fait de perdre mes papiers me fait de moi un clandestin en France? Pas du tout. Il y a bien un moment où ils sont rentrés en France illégalement. Tes clients, Marianne. Évidemment, mais pas tous. De quoi parles-tu? Tu trouves normal de défendre quelqu'un qui veut s'imposer à la France alors que la France n'a pas choisi? Mais s'il travaille, on l'a choisi finalement, c'est qu'on l'emploie. Enfin. Et en plus, il vient avec sa famille. Et il nous impose sa famille. Alors arrête avec la famille. Et puis je te signale que on marche sur la tête, enfin. Franck, arrête de dire des énormités juridiques. Venir avec sa famille, je te signale, si tu parles du regroupement familial, ce que Nicolas Sarkozy avait appelé l'immigration subie, je vous rappelle également que nous avons l'Europe au-dessus de nous et que c'est l'Europe aussi qui nous a dit et qui avait raison qu'on ne peut pas admettre que des gens qui travaillent ici, qui vivent ici, soient complètement séparés de leur famille. Bonjour Patrick de l'Essonne, maître d'hôtel, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à vous tous. Dites-moi Patrick alors, vous dans l'hôtellerie, restauration, vous devez les côtoyer au quotidien, non, les sans-papiers? Oui, alors on les côtoie au quotidien, mais je voulais apporter un point précis par rapport à votre conversation. Depuis juillet 2010, tous les employeurs qui emploient un employé africain ou d'ailleurs, il doit faxer sa carte de séjour à un numéro de fax. Tous les employeurs ont ça pour vérifier l'authenticité de ces documents. À partir de ce moment-là, si aujourd'hui dans une entreprise vous avez un contrôle et que vous avez des travailleurs sans papier, vous êtes pénalisé. Nous, avant cette loi-là, alors peut-être que c'est le fait que M. Sarkozy était élu président, ça leur a fait peur, dans notre entreprise, que je ne citerai pas, il y avait 9 Maliens qui travaillaient chez nous. Des gens, comme disait Mme Soubré, je crois, ils payent leurs impôts, ils payent la sécu. Parce qu'il faut savoir une chose, ces gens-là, ce qu'ils veulent avant tout, même s'ils sont rentrés par l'Espagne ou par Haute-Tripole ou ce qu'on veut, parce que c'est arrivé chez nous, ils cherchent absolument à avoir des papiers pour s'intégrer. Ils payent leurs impôts. Ils ont une carte de sécu, vraie ou fausse. Et certains ont leurs femmes et les enfants qui sont scolarisés, qui touchent les allocations familiales. Mais pour monter leur dossier, nous on a pris un avocat, on a fait en sorte que tous nos employés soient régularisés. À quoi ça sert de virer vos gars qui sont irréguliers pour aller en chercher d'autres, alors que les gars sont ponctuels, font leur travail et ne cherchent qu'à une chose, c'est enfin avoir des papiers pour pouvoir partir en congé payé tous les 2 ans, aller voir leur famille. Mais Patrick, oui. Moi je suis Didier, je suis l'agriculteur des grandes gueules. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation à la base? Et est-ce qu'on ne devrait pas aussi expliquer à des enfants qui soient français, issus de l'immigration ou non, qu'on peut aller en école d'hôtellerie plutôt que d'essayer d'avoir tous un bac+7, quoi, hein? Est-ce que ça commence pas par là d'abord? Je m'excuse, vous prêchez un convaincu, parce que moi je fais partie du cycle court.
Et puis on pourrait faire un autre débat. J'ai arrêté l'école en 3e, j'ai fait un concours hôtellerie, et puis après, j'ai à 16 ans, j'étais dans Parce que le problème, à la base, il est là. Si vous aviez suffisamment de jeunes, vous n'auriez pas besoin des Maliens. Non, attendez. Il n'y a aucun Français qui va vouloir faire la plonge. Oui, le ménage, la plonge, évidemment. Le ménage, éplucher les légumes et ci et ça. Il ne faut pas raconter d'histoire. Mais en quoi c'est là où je comprends pas. Je pense qu'on a effectivement un problème de formation et de communication au niveau de ce métier pour expliquer que faire la plonge, faire le ménage, éplucher les légumes, c'est pas le bagne, c'est un boulot enfin. Je suis d'accord avec vous, mais monsieur, j'ai commencé le métier en 77, je vous dis j'avais 16 ans, et aujourd'hui ce sont nos travailleurs maliens qui font ces métiers-là. Il y a 30 ans, 35 ans, c'était les Kabyles, les Maghrébins. Mais pardonnez-moi, Patrick, hein, il se trouve que je connais pas mal de restaurants. Alors effectivement, c'est pas des grandes chaînes, ce sont plutôt des petits bistrots, mais tout le monde fait tout dans ces bistrots. Les gens, ils font le ménage, non, ils épluchent à la planche, c'est toujours des Maliens. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Je tape Marianne, on ira ensemble dans les restaurants que je connais et tu verras qui fait la plonge. Parfois ce sont des Pakistanais, parfois ce sont des Maliens, donc parfois ce sont des Français. Franck, et c'est pas un problème. Je trouve que Franck, t'as pas une vision très pragmatique en fait des choses. On n'est pas à se poser la question si c'est bien ou pas qu'il y ait des immigrés, si c'est bien ou pas de pas les appeler ou de les appeler. Je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que l'histoire de l'humanité, c'est que des gens qui vivent dans des pays très pauvres ont envie de voir si le soleil n'est pas meilleur dans les pays riches et pour vivre et pour faire vivre d'ailleurs leur famille sur place. C'est comme ça. Après, est-ce qu'on les frontaliers français vont travailler en Suisse? Est-ce qu'on réglemente le phénomène? Est-ce qu'on le cadre? Est-ce qu'on essaie de le maîtriser ou est-ce qu'on le maîtrise pas? C'est ça la Patrick, question. merci d'avoir été avec nous. Patrick, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur RMC dans les GG. Bon courage à vous, Patrick de l'Essonne, maître d'hôtel. Oui, je crois que ce qu'on oublie aussi, c'est l'aide aux pays en fait dont ces immigrés partent. Parce qu'en fait, il faut savoir, par exemple, le Mali, pour reprendre le Mali, parce qu'on a une forte communauté malienne en France, c'est le seul pays au monde qui a un ministère des Maliens de l'étranger. Pourquoi? Parce que ce que les Maliens qui sont en France renvoient dans leur pays est plus important que l'aide internationale qu'ils reçoivent. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens reviennent chez eux. Donc tant qu'on n'aura pas aussi revu du fait des pays de départ et qu'on les aidera pas, ces pays-là, à garder leur population, les gens viendront. Ah, moi je me marre, je rigole de la bobo avocate, la Marianne, qui ne doit pas subir l'immigration tous les jours, me dit-on par mail. Moi je la subis, j'en ai assez de voir le squat moi, je de Rome. travaille dedans. J'en ai assez de voir le squat de Rome que doivent supporter les taxis à la gare de Lyon, Perrache à Lyon. Ces gens foirent leurs détritus de partout, et font leurs besoins à la vue de tous. Alors, donc. C'est extraordinaire parce que là c'est l'anti-exemple complet, parce que les Roms en question sont soit roumains, soit bulgares. Donc ils ont totalement la liberté de venir en France. Donc c'est un contre-exemple type, on ne parle pas de cette immigration-là. Et moi je veux pas la régularisation de tout le monde. C'est pas mon propos. Ce que je veux par contre, c'est qu'on soit un peu réaliste par rapport à la population qu'on a en France.